L'aventure de l'OM en Coupe de France commence ce dimanche à Saint-Etienne. On espère que la route sera longue jusqu'en finale fin mai au Stade de France. Mais d'ici là, il va falloir passer ce 32e de finale, d'entrée déjà. Donc c'est l'avant-match dans cette vidéo. Je vais vous donner les clés de la rencontre, la compo que j'aimerais voir, mon analyse de la conférence de presse de Longoria, bilan mi-saison qui a lieu cette semaine. On va revenir sur toute l'actualité importante autour du club, l'actu mercato, l'interview de Benassia auprès d'RMC hier, avec des passages importants, notamment une clim sur le cas Pogba. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit et ça en dit long, sincèrement, il faut dire la vérité aux gens. Et puis, mon avis sur le cas Le Texier. Pourquoi il n'a pas expulsé le Monégasque? Et vous allez voir que, de mon point de vue, il y a une logique à tout ça. Et c'est en lien avec le dernier OM-PSG. Je vous invite à regarder ce passage. Merci à ceux qui mettront un petit pouce bleu pour le soutien de la vidéo. Et on est parti pour l'avant-match complet de Saint-Etienne. Olympique de Marseille, c'est bien sûr un des sommets du foot français, une des affiches les plus historiques. Ce sont des retrouvailles, on les a affrontés il y a à peine 15 jours en Ligue 1. Et je vais bien sûr être au commentaire de ce match dimanche à 15 h. Prenez note, je compte sur vous pour passer. Pour ceux qui veulent parier sur la rencontre, Team Unibet, le lien en description pour bénéficier de 100 € de bonus en free bet dès l'inscription. Ça fonctionne sur le premier pari. Je m'adresse aux majeurs uniquement. Vous vous inscrivez, vous rentrez le code promotionnel RAFOOT avec le lien en description. Vous déposez une mise sur un match et si le pari est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée. À condition que la mise soit de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre de bienvenue. Si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram là-dessus. La composition d'équipe, on a eu des infos qui viennent de tomber très importantes. Lirola est out pour plusieurs semaines, donc il est forfait ce dimanche, même s'il était suspendu aussi, il me semble, à la suite de son carton rouge. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour le mercato à venir. Wai et Garcia seront bien dans le groupe. Par contre, il y a deux incertains. Rabiot qui est grippé, on ne sait pas s'il sera présent dimanche. Et Rulli, qui a une gêne depuis 15 jours. De Zerbi hésite à donner sa chance à Delangue. Je ne suis pas vraiment pour, parce que pour moi, et je sais que De Zerbi me rejoint, il vient de dire à peu près la même chose, on ne doit pas faire tourner à Saint-Etienne. On affronte une équipe de Ligue 1. On ne doit pas passer au travers. C'est un des objectifs majeurs de la saison. La Coupe de France, la Coupe nationale, c'est du bonus pour beaucoup de clubs, pas pour nous. On n'a pas de trophée depuis 12 ans. Vous le savez très bien, on n'a pas gagné cette compétition depuis 89. Alors qu'on est un des recordman, on est le deuxième club français qui a gagné le plus de Coupes de France. On a une malédiction avec plusieurs finales perdues consécutives, 2006, 2007, 2016, 91 également. Et on veut vibrer, on veut gagner quelque chose pour la nouvelle génération. Les moins de 20 ans qui n'ont jamais connu un titre, la disette est déjà beaucoup trop longue. Donc comment faire tourner? On a un match par semaine. On affronte une équipe de Ligue 1. Je vois beaucoup de supporters de l'OM qui espèrent du turnover. Alors très bien, à certains postes, et encore il n'y en a pas beaucoup, il y a des joueurs qui sont en concurrence, c'est-à-dire qui ont quasiment la même valeur. Et encore, il faut chercher. On dit qu'on a un effectif qui n'est pas assez large cette saison. Heureusement d'un côté qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc il faut mettre la meilleure équipe possible. On a connu trop de désillusions en Coupe de France depuis 20 à 25 ans pour se permettre de passer à la trappe. On n'a pas joué de compétition européenne dans cette première partie de saison. On est assez frais physiquement et on joue une Ligue 1. Hors de question de faire tourner. Si tout le monde est là, moi je mets la même équipe que les derniers matchs. On a joué 4 rencontres avec ce même schéma. Je ne dis pas que c'est parfait. On est encore fragile défensivement. Même s'il y a du mieux, on voit des belles choses de plus en plus au fil du temps. Et d'ailleurs, petite parenthèse, De Zerbi, figurez-vous qu'à Brighton et surtout à Sassuolo, il a déjà joué avec une défense à 3, dans une sorte de 3-4-3, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a deux milieux offensifs, que sont Rabiot et Greenwood. C'est bizarre que peu de monde en ait parlé, mais il avait cette variante dans ses deux clubs précédents, avec ce système à 3 derrière, en Italie et en Angleterre, et je crois qu'avec Brighton, c'est sur la fin qu'il a joué dans ce 3-4-3. Donc c'est un système qu'il maîtrise, même si c'est encore vraiment perfectible. Donc vous le voyez très bien, je mettrai la meilleure équipe possible pour battre Saint-Etienne. Après, c'est les vacances, on n'a pas joué cette semaine. C'est un match très important, capital, peut-être plus, même plus pour moi que le match contre Lille. Je l'avoue, je l'admets. Ça serait impossible de sortir dimanche. Je veux gagner la Coupe de France, je le répète depuis des mois. Donc si Rulli est à 100%, tout comme Rabiot, ils doivent débuter. Du côté des Verts, leur entraîneur a été limogé, Dalloglio. Donc on connaît le fameux déclic psychologique
quand un nouvel entraîneur arrive. Il a été officialisé aujourd'hui d'ailleurs, mais il ne sera pas là dimanche sur le banc. Ce sera un coach intérimaire. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, même s'il sera dans les tribunes pour regarder le match. Ce ne sera pas lui qui sera dans le vestiaire pour faire son premier discours d'avant-match. Après, Saint-Etienne, ils n'ont rien à perdre. C'est clair et net, eux, ils jouent le maintien. Ils ne sont pas très bien embarqués. Donc c'est un match bonus pour eux. L'ambiance, elle sera encore très chaude. Bon, est-ce qu'on va retrouver la même équipe qui a 15 jours à peu près? Il y a moyen qu'il change le système tactique également. Mais l'OM doit jouer son jeu, ne doit pas s'adapter à cette équipe de Saint-Etienne. On a un avantage psychologique par rapport à eux, qu'on a démontré sur le terrain, il n'y a même pas 15 jours. Donc affronter 2 fois la même équipe, ça peut être bien et pas bien. En l'espace de peu de temps, je parle. Ça peut être mauvais si on prend la grosse tête, si on prend le match à la légère. Mais là, on a préparé cette rencontre toute la semaine. On a beaucoup de joueurs d'expérience. Les Kondogbia, Rabiot, Højbjerg. Et je pense que avant de partir en vacances, ils auront quelques messages auprès des jeunes joueurs. Et qu'on va prendre le match au sérieux cette année. Je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Des fois, tu peux passer au travers pour certains matchs parce qu'il y a du relâchement. Mais pas avec l'OM de De Zerbi, pas avec un tel entraîneur. Après, c'est la Coupe de France. Attention à la magie de cette compétition. C'est particulier, c'est sur un match. S'il y a un match nul, on ira au pénalty, il n'y a même plus de prolongation. Donc ça, c'est interdit aussi. Que ça soit pile ou face, au terme des 90 minutes, il faudra gagner. Match nul, on est vraiment dans la mouise. Et d'ailleurs, ça me fait penser en cas de séance de pénalty, raison de plus pour mettre Rulli. Ou alors on fait un changement, comme ça se fait parfois, et on fait rentrer Rulli pendant la séance de péno. On verra bien. Mais c'est un élément qui peut compter. Malheureusement, il n'y aura pas de supporters marseillais à Geoffroy Guichard, du moins dans le parcage visiteur. Mais ça, c'est un problème général dans le foot en France. Il n'y a pas qu'à Marseille. Et c'est souvent les préfets locaux qui annulent les déplacements des supporters visiteurs. Et parfois, c'est la LFP, en effet. Donc c'est scandaleux, c'est de pire en pire. Et c'est triste, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On est, c'est vrai, les plus sanctionnés par rapport à ça parce que l'OM a beaucoup de rivaux. L'OM est très attendu. Mais c'est aussi pareil pour des clubs comme Lyon, comme Paris, comme Nice, comme Saint-Etienne d'ailleurs. Parce qu'eux ne pourront pas venir chez nous. La règle, elle est claire. Sinon, on ne peut pas y aller. Eux ne viendront pas chez nous. C'est systématique, les gars. Et oui, il faut dire la vérité. Et tiens d'ailleurs, petite précision, Saint-Etienne, ils ont pris 2 matchs à huis clos à domicile pour les fumigènes qu'il y avait contre nous. Donc la tribune Cop Nord et Cop Sud, ils sont fermés pour 2 matchs, huis clos ferme. Donc vous voyez, les sanctions fumigènes, etc., c'est partout. L'OM a souvent été le recordman en Coupe de France. On en a gagné 10. On a été dépassé par le PSG depuis quelques années. Ce qui frappe aux yeux, c'est qu'on n'a pas gagné depuis 89 et qu'on n'en a gagné qu'une seule de Coupe de France depuis 1977. Donc on avait l'ADN de la Coupe de France pendant très longtemps. Moi, quand j'ai grandi, on m'expliquait cela et c'était justifié, on était le recordman. Mais on est les plus maudits. Maintenant, au XXIe siècle, le club français le plus maudit en Coupe de France, c'est l'OM. À travers ses finales perdues, à travers ses désillusions, on est les recordman contre des clubs amateurs. D'autres stats intéressantes, l'OM est l'équipe qui a le plus perdu en finale de Coupe de France. 9 fois au total. Et quand on totalise le nombre de finales disputées, on en a fait 19 et les Parisiens 20. Ils en ont seulement une d'avance. Donc on n'est pas loin de la première place de ce côté-là et c'est plutôt une bonne chose. Ça prouve qu'on a été très souvent en finale de Coupe de France. Maintenant, je vais enfin m'exprimer sur l'arbitrage de Le Texier. Lors de Monaco PSG, j'ai hésité à en faire une vidéo avant-hier, mais j'ai pas pu. Pourquoi il n'a pas mis ce carton rouge qui était totalement justifié à Singo? Je vous assure, il n'aurait pas arbitré au MPG, il l'aurait mis à tous les coups. Vous savez, après ce match qui a fait beaucoup parler, je vous rappelle, il avait expulsé Amin Harit d'entrée de jeu. Il avait expliqué, c'est vrai, auprès de DAZN, que c'était pour sauver l'intégrité physique de Marquinhos. Mais le lendemain, auprès de certains médias, auprès de certains supporters, à l'aéroport, ça s'est su, ça a circulé. Il était désolé, il s'était excusé, il était peiné d'avoir clôturé le suspense. Et même DAZN n'était pas content ce jour-là. Qu'un OM-PSG se joue à 10 contre 11 et que le match y soit mort en 15 minutes. Il en était désolé, ça l'a fait cogiter. Pendant très longtemps, ça. Là, tu as Monaco-PSG, un autre choc du championnat de France. Tu as une situation au bout de 15-20 minutes, tu peux expulser un joueur adverse au PSG. Une nouvelle fois. Donc le Tessier,
il a gambergé, il a cogité. Il s'est dit, attends. Déjà, j'en ai pris plein la gueule lors d'OM PSG parce que j'ai expulsé un joueur adverse au Paris Saint-Germain. Et la rebelote, les arbitres, ils sont sans cesse dans la compensation. J'en ai vu 2-3 sur Twitter connaître la vérité et avoir le bon raisonnement, le bon jugement. J'ai pas la science infuse, mais je suis convaincu que c'est dû à ça. À l'expulsion carton rouge de Amin Harit. Et si c'était à refaire, il n'aurait pas fait ce rouge à Harit il y a un mois de ça. Donc là, il s'est dit, ça serait trop gros. En gros. Même s'il y a rouge 100 fois, et que c'est scandaleux que Monaco, que Singo n'ait pas été expulsé. Mais il s'est dit, face à Monaco, face à l'OM, je ne peux pas permettre aux Parisiens de jouer à 11 contre 10 2 fois de suite dans des sommets du championnat de France. C'est ce qu'il s'est dit. C'est de la compensation après le OM PSG qui a tant fait parler. Et je sais que 2-3 Marseillais et 2-3 Parisiens ont compris cette chose-là. Quoi qu'il en soit, le PSG a été mal arbitré sur ce match. Ils se sont fait léser par le Texier. C'est la vérité, je l'admets. Mais je vous explique ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas qu'il a raison, mais c'est une réalité. C'est de la compensation. Après, c'est la compensation, mais pas par rapport à nous. Parce que dans cette histoire, on est lésé. On n'a rien à y gagner. Le seul match important cette saison où il nous a arbitré, on sait ce qui s'est passé. Carton rouge d'entrée de jeu, plus que litigieux selon moi et pour beaucoup de personnes. Donc voilà, j'explique les choses. C'est par rapport au PSG la compensation. Bah tiens, une fois il y a eu ci, une fois c'est ça. Voilà, ils essayent d'équilibrer, même s'ils n'ont aucune cohérence. Ça rejoint ce qu'a dit Longoria la veille en plus, que les arbitres français, on ne comprend pas leurs décisions. Et sur tellement de cas, je me rappelle d'un but refusé à Strootman contre le PSG, sur une simulation de Marquinhos, d'un carton rouge pour Imbula inventé l'année Bielsa, alors que quelques matchs après, il y avait une action semblable et la décision n'était pas la même. Et d'ailleurs, petite statistique, l'OM est l'équipe française qui a pris le plus de cartons rouges cette année. Et on est aussi l'équipe qui a commis le moins de fautes cette saison. Donc voilà, ça fait mal. Ça prouve que l'OM, et ça tout le monde est d'accord, Benassia, Longoria, tous les supporters de l'OM, est mal arbitré cette saison plus que les autres. C'est une vérité. Même si les autres clubs aussi ont leur lot d'injustice. Ça c'est clair et net. Tous les clubs. Mais l'arbitrage de Le Texier lors de Monaco PSG, ce n'est pas de l'incompétence pour moi. Ni de la... Parce qu'il le sait qu'il y a rouge. Enfin, on l'a tous vu, enfin, c'est grave ce qui s'est passé. Il y en a même un qui a dit que c'était du jamais vu, c'est Benassia hier. C'est de la compensation pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà son raisonnement qu'il a eu. Pour moi, c'est pas de l'incompétence sur ce coup-là. Et je suis convaincu de ça par rapport à OM PSG. Ça a eu une influence sur sa décision de ne pas mettre un rouge d'entrée. Attends, s'il met un rouge à l'OM et à Monaco face au PSG, les deux matchs les plus importants du championnat de France en l'espace de 2 mois, le mec il sait que ça va faire parler encore plus. En fait, il a cru l'inverse. Il a cru qu'on allait encore plus le critiquer de ça que de ne pas mettre le rouge. Mais sauf ce qui a fait encore plus parler, c'est qu'ils ne mettent pas le rouge à Singo. Voilà. Maintenant, je vais donner mon avis sur la conférence de presse de mi-saison de Longoria, avec mon point de vue sur tous les passages. Déjà, cette déclaration, évidemment, quand tu fais partie du club et que tu viens d'ailleurs, tu comprends à quel point l'OM c'est différent. Surtout du point de vue de la médiatisation, du traitement de faveur. On n'est pas comme les autres clubs. Et Longoria, on a conscience, on fait beaucoup parler. Et on a ce côté rebelle. Marseille, c'est à part. Marseille seul contre tous. Vous connaissez cette devise. Maintenant, sur le mercato, il précise qu'il faudra garder un équilibre au niveau économique. Qu'on a déjà beaucoup dépensé cet été, ça veut dire que cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Qu'il y aura peut-être quelques départs et qu'il y aura certainement aussi des arrivées, ça travaille pour ça, mais qu'il n'y aura pas de folie financièrement dans ce mercato hivernal. Ne vous attendez pas à une balance des transferts de 50 millions d'achats et 0 vente. C'est impossible. Voilà. Par rapport à certaines rumeurs il y a quelques temps, comme quoi on pouvait investir fortement cet hiver, c'est pas la réalité des choses. Apparemment, je dis bien, ça peut être aussi une méthode pour faire croire alors qu'on a de l'argent, mais je pense pas, pour le coup. Là, il parle de l'arbitrage en dénonçant les incohérences par rapport à certains faits de jeu. Il y a des actions qui sont arbitrées comme ça et d'autres qui sont jugées différemment. Et aussi la froideur, la fermeté des arbitres. En gros, on ne peut pas leur parler, tout court. Et c'est problématique quand tu es président, quand tu es dirigeant et quand tu veux connaître les décisions. Et ça pourrait installer
un climat de confiance. Quand il y a une atmosphère entre les arbitres, les joueurs, les présidents qui n'est pas bonne, ça se ressent et c'est jamais bon. Encore une fois, sur le mercato d'hiver, là il explique que l'OM est dans une dynamique positive. On a trouvé notre 11 titulaire. Il ne veut pas changer l'ossature, l'équilibre de l'équipe, mais il y aura certainement des ajustements. Le coach a des besoins, notamment dans le secteur défensif. Benassia l'a dit hier, et que ça va être avant tout une question d'opportunité. Et qu'on doit être attentif à la gestion économique du club cet hiver. Parce que l'OM, j'en parlerai plus tard, doit être en Ligue des Champions cet été. Parce que là, si vous voulez, on est un peu en sursis. On a beaucoup acheté cet été pour repartir sur un nouveau cycle de 3 ans, mais en imaginant, en estimant qu'on va être en Ligue des Champions l'an prochain. Donc on va retomber un peu sur notre patte financièrement. Sauf qu'en vérité, on n'en est pas sûr. Peut-être qu'on va finir 5e, 6e ou 4e. Donc on ne peut pas prendre des risques, on ne peut pas faire des folies cet hiver. On en fera peut-être cet été, encore des folies, si on est sur le podium en fin de saison. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Il insiste, on doit garder l'équilibre un minimum. Concernant Pogba, il y a 2 Herbis qu'on a parlé aujourd'hui, Benassia hier, Longoria il y a 3 jours. Là, il explique que pour l'instant, il n'y a pas de contact avec le joueur, il n'y a pas de discussion tout court. Qu'ils allaient faire un point cette semaine avec De Zerbi, avec Ravanelli, avec Benassia sur nos besoins. Que le joueur, c'était un talent incroyable. Il dit qu'il ne ferme pas la porte, mais que c'est plutôt un rêve en ce moment qu'une réalité sur le marché. Même s'il aime beaucoup le joueur, il a des bonnes relations avec lui, la Juve, etc. Et encore plus Benassia et Pogba. Mais je parlerai de Pogba beaucoup plus par rapport aux propos de Benassia tout à l'heure. Concernant Meïté, il explique clairement, Longoria, que c'est une décision de De Zerbi, de ne pas le faire jouer, mais que malgré tout, il a une attitude exemplaire et que c'est comme ça, c'est une réalité. Donc, il en a parlé dans son bilan que certains joueurs pourront partir. Ceux qui manquent de temps de jeu, ceux qui ne se sont pas imposés. Eh ouais, Pablo, il traîne pas. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Ou alors, si on ne te fait pas confiance, faut bouger. Et surtout, si on veut acheter, encore une fois, cet hiver, il va falloir des départs. Libérer un peu de masse salariale encore et libérer des liquidités financières. Meïté fait partie de ces joueurs-là. Je ne dis pas qu'il a une valeur marchande de 30 millions d'euros, mais s'il part, on va récupérer quelques millions d'euros. Donc De Zerbi ne compte pas sur lui, c'est comme ça. Moi, je trouve ça un peu regrettable. Après, il a ses raisons et on peut s'attendre à un départ cet hiver. Concernant Benassia, ça sera le prochain directeur sportif du club. Il explique que c'est une question de détails à régler. Et j'ai bien aimé ce passage quand il dit qu'il fait partie de la nouvelle génération des dirigeants qui sont jeunes, qui ont des idées, qui sont ambitieux. Et on voit beaucoup d'anciens capitaines devenir dirigeants, comme lui l'a été dans des très grands clubs européens. Et qu'une de ses qualités, c'est qu'il est capable de rentrer dans la tête des joueurs. Il est encore jeune, il a ce côté encore joueur, quelque part dans la tête. Et on voit que c'est quelqu'un d'humain, qui sait parler, qui a ce feeling-là particulier. Et il a servi là-dessus quand il est arrivé l'an passé, l'hiver dernier, avec Aubameyang. Souvenez-vous, quand il a relancé mentalement, il a été important à Benassia, même par rapport à Aubame. Eh ouais, il a apporté beaucoup de bien à l'OM, on s'en rend peut-être pas compte. Ça fait que 1 an qu'il est là. Concernant Wai, il est clair, et je pense qu'il est sincère. Longoria ne veut pas entendre parler d'un départ. Il a encore confiance en ses qualités, qu'il va finir par s'imposer. Et d'ailleurs, Benassia pense la même chose, on en parlera tout à l'heure, il a expliqué pourquoi. Rabiot est félicité par son attitude, par son comportement, mais il nous dit clairement qu'au mois de juin, peut-être qu'il va partir. Et ça ne nous étonne pas parce qu'il a dit la même chose, Rabiot, sur Téléfoot il y a quelques semaines, que s'il avait une belle proposition cet été, lui voudra partir. Par contre, Longoria nous a fait comprendre que cet été, même en fin de mercato, il n'y avait pas que l'OM comme proposition. Il avait même des offres financièrement plus importantes. Donc pour les Parisiens et les personnes qui pensent que Rabiot, il n'avait pas le choix de signer chez nous, ce n'est pas vrai. Voilà. De toute façon, il y a 2 options. Soit il part cet été et on récupère de l'argent sur lui, soit il part libre dans 1 an et demi. C'est ça le dilemme. Et connaissant Longoria, ça ne le dérangerait pas qu'il parte cet été s'il y a une belle offre, bien sûr. Parce qu'on ne va pas vendre Rabiot à 10 millions d'euros, par exemple. Après, il y a une 3e option, c'est qu'il prolonge son contrat avec l'OM. Qui sait, on ne sait jamais. J'ai l'espoir pour. Et qu'il soit chez nous sur le long terme. Pourquoi pas? Et je pense que Longoria aimerait également. Bon, là, il parle des supporters de l'OM par rapport aux interdictions de déplacement à l'extérieur. J'en ai parlé tout à l'heure que c'est l'échec du foot français en général. Et il est vrai que dans les autres championnats européens, on voit des supporters visiteurs. Il n'y a qu'en France
où il y a autant d'interdictions. La Longoria nous explique qu'il y a eu en effet quelques tensions, quelques problèmes en interne avec certains noms, comme Otero, qui n'est plus le directeur du centre de formation. C'est un problème de méthodologie et même de vision d'avenir. De Zerbi est arrivé, il y a un nouveau cycle qui s'est installé à l'OM. Là, il le fait comprendre. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Papin, il avait ses intérêts sportifs, je dis bien. Être premier de la Nationale 3, c'est important. Parce que tu peux aller en National 2 et donc les jeunes, ils vont progresser. Si je joue des matchs du National 2 par rapport à la National 3. Donc moi, je défends JPP par rapport à ça. C'est vrai, la logique est louable. Mais Longoria précise et insiste que l'objectif principal pour la Pro 2, c'est de préparer les joueurs à jouer au niveau professionnel avec des adultes. C'est pas pareil qu'en U17 et U19. Il a raison également, on est d'accord. Mais si Papin nous permet de monter en National 2, ça serait une bonne chose pour préparer les jeunes au très très haut niveau. Après aussi, il faut que Papin et d'autres se mettent d'accord avec le staff de Zerbi sur les jeunes qui doivent monter, s'entraîner avec les pros, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais tout a l'air d'être apaisé avec JPP, il n'y a pas de souci, il fait son taf, sinon il serait parti d'ailleurs. Alors là, il s'exprime sur les cas Brassier, Ro-Koné, parce que c'est les jeunes joueurs qui sont arrivés cet été. Il voulait un petit peu rajeunir l'effectif, mais il avoue quand même Longoria qui va analyser cas par cas. C'est-à-dire que Brassier, il est sur le départ, on le sait. Koné, peut-être qu'il va être prêté cet hiver. Quant à Ro, je pense qu'on va le garder. Il fait un super début de saison, même si là, il est victime du changement de système tactique et de Zerbi attend plus de lui sur certains points. On ne va pas y revenir. Mais en gros, là, il nous fait comprendre que dans cette liste, il y aura peut-être des départs cet hiver. Longoria parle de Ulysse Garcia qui était dans le loft cet été, mais qui a été de retour avec l'effectif professionnel parce qu'il s'est bien comporté pendant tout l'été. Apparemment, Mbemba se comporte bien d'ailleurs, depuis le mois de septembre, même s'il y a eu quelques couacs cet été avec Ali Zarak et autres. Mais voilà pourquoi il a été réintégré. Mais pourquoi il dit ça, Longoria? C'est pour mettre en avant sa politique, le choix d'avoir installé un loft cet été, en disant que ça a été une très bonne solution. C'est ce qu'il a avoué d'ailleurs. Donc c'est dans son intérêt. Et pour parler du joueur, il fait une bonne première partie de saison. Pour un mec qui était dans le loft cet été, il a rendu des services, il a marqué un but important, il a fait des matchs corrects. Même si je ne vois pas un avenir à l'OM en tant que titulaire, bien sûr. Mais son retour est louable. Et Longoria le dit aussi bien sportivement que dans l'attitude. Concernant l'objectif de la saison, et ça c'est important, il a été clair Pablo, on doit être sur le podium. On doit se qualifier en Ligue des Champions. Sinon, financièrement, on ne sera pas bien. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, on est conscient que ça sera une saison en déficit. L'OM est un club structuré économiquement pour participer chaque année à la Ligue des Champions. Ça rejoint ce qu'on pense, c'est ce que j'ai dit. On a fait un mercato cet été en pensant qu'on va se qualifier grâce à ça en Ligue des Champions. Donc en gros, si on est 5e, 4e ou 6e en fin de saison, on est dans la mouise. Parce qu'il y a des supporters de l'OM, et je respecte, qui nous disaient « Ouais, c'est déjà pas mal être 5e pour une première saison de Zerbi. » Non, ce serait une catastrophe pour le coach et pour les dirigeants. Parce qu'après, ils ne pourront pas renforcer l'équipe. Il faudra vendre là. Eh oui, parce que Macourt, il prend des risques financiers, mais c'était le cas l'été dernier. Ou même il y a 2 ans. Il avait fait un effort, tu vas me dire. Peut-être qu'il a fait comprendre, et il y a des chances, que l'été 2025, il ne sera pas là. S'il n'y a pas de podium, l'effectif va diminuer en quantité, en qualité certainement. Donc Marseillais, la Ligue des Champions, la qualif, elle est vitale cet été. Ce n'est pas une option, c'est une obligation d'être en C1. Longoria vous l'explique clairement et c'est tout à son honneur cette franchise. On va passer à l'interview de Benassia sur RMC hier soir. Déjà, il s'est exprimé sur le cas Pogba avec une déclaration importante. On va pas se mentir, Marseillais, c'est une climatisation. Faut l'entendre comme ça. Si on est honnête. Après, ceux qui sont pas honnêtes, ils vont vous dire, ils vont tirer les ficelles des déclarations qui les arrangent. Mais là, quand il dit Benassia, aujourd'hui, la question, c'est Benassia qui dit ça. Est-ce qu'un club comme l'OM peut se permettre de recruter Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et attendre 6 mois? Benassia nous dit ça. Et Pogba, quand il va entendre ça, vous croyez que ça va le motiver à signer à l'OM? Et pourtant, et c'est la vérité, ils s'entendent bien les deux. Il y a une relation de respect. Ou alors, mais ça pour moi c'est une petite option, ça veut dire, Pogba, il vient, mais il sera là, on comptera sur toi au mois d'août, au mois de septembre.
en fin de saison, tu joueras quasiment pas. Parce que tu ne seras pas prêt au mois d'avril et au mois de mai. Et je pense que dans la tête de Pogba, lui, il voudra jouer dès mars, avril, mai, le plus tôt possible. C'est vrai qu'il y a cette éventualité également. Mais pour moi, c'est plutôt un coup de clim que nous met Benassia. Et surtout, il n'a pas dit que ça. Il a dit que l'OM avait des besoins prioritaires. Il pensait notamment au secteur défensif, parce qu'il explique dans cette interview qu'on a encaissé un peu trop de buts, qu'on concède trop d'occasions. Et quand on repense à ce qu'a dit Longoria par rapport à la réalité économique de ce mercato hivernal, ne pourra pas faire de folie. Et ce que nous a dit De Zerbi aujourd'hui aussi, comme quoi l'OM a des besoins prioritaires autres que le poste de Pogba. Les gars, il y a de quoi être un peu pessimiste. Donc moi, ça me fait peur parce qu'on en parle tous les jours. Alors je sais, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde en termes de talent. Moi, je suis pour sa venue. Mais les trois se sont exprimés là. Benassia, Longoria, De Zerbi. En l'espace de 72 heures, elle augure rien de très emballant. Et surtout, la Benassia, je pense que c'est sincère, il est en plein doute. Même si c'est faisable, Pogba, de le faire financièrement. Même si c'est faisable. Parce que même ça, on n'est pas sûr en vrai. Il ne sait pas si Pogba c'est une bonne idée, Benassia. Il se pose la question, il cogite, ce qui est un risque. Et j'ai vu sa tête hier quand on lui a posé la question. Il a cogité. Il y en a un qui lui a dit pourquoi pas lui faire un contrat selon le nombre de matchs joués, etc. Lui, il était un peu comme ça. Et puis les deux autres, ils nous disent, on n'en a pas encore parlé, mais pourquoi pas. Je pense qu'ils sont en pleine réflexion, qu'ils savent que financièrement, ça va être très dur de pouvoir et qu'ils ne sont pas si emballés que ça. Notamment Benassia. Après, De Zerbi, je ne sais pas, mais lui, il nous dit aussi qu'il y a des postes plus prioritaires que ça. C'est mon point de vue, les gars. Les choses tournent avec le mercato, ça bouge. Moi, j'y croyais beaucoup plus au cas Pogba il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a 15 jours. Là, moins, avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, je sais que nous, supporters de l'OM, on a du mal à se réveiller parfois, à prendre conscience de la réalité, mais lisez ce passage, les gars. Pogba, ça va pas lui faire plaisir quand il va entendre ça. Il va dire, ouais, l'OM, ils sont pas si chauds que ça de me recruter, ils croient en moi pas plus que ça. Voilà ce que va penser Pogba. Et Benassia, il le sait en disant ça, que Pogba, il va le prendre comme ça. Et c'est pour ça que Benassia précise juste avant, je respecte Pogba, il a toute mon admiration, et c'est une réalité en plus. Ils ont des très bonnes relations, une très bonne connexion entre eux pour plein de raisons. Ensuite, là, il parle de la rigueur de la Juventus de Turin et que quand tu es dans ce club, tu comprends pourquoi tu gagnes. Tu as cette culture-là de la gagne. Et même Evra en a beaucoup parlé parce que quand il signait à l'OM, il venait de la Juve. Il nous expliquait parfois, à la Juve, tu perds 2 matchs de suite, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, dans ce passage-là, Benassia nous dit, quand tu vas à Turin, il n'y a qu'une chose à faire, c'est jouer au football. À Marseille, le problème aussi, c'est que c'est la belle vie, il y a le soleil, il y a plein de convoitises. Donc il faut installer, rien qu'au centre de formation et jusqu'à l'effectif professionnel, cette rigueur. Et ça part des dirigeants. Et Benassia, c'est un dirigeant auquel je crois. Pour installer cette rigueur, à condition qu'il puisse travailler sereinement avec des gens qui travaillent dans la même direction que lui. On peut avoir des désaccords, mais pas pour leurs intérêts personnels avant tout. Je ne vais pas vous parler du contexte marseillais, rentrer dans les détails, mais qu'on le laisse bosser. Voilà, mais c'est ce qui frappe aux yeux à Benassia. Parce que quand il est arrivé à l'OM il y a un an, il s'est dit, ça, c'est pas un club de très haut niveau. Il y avait beaucoup d'amateurisme. Et il a connu le très haut niveau, lui. Le Bayern, la Juve. Dans cette déclaration, comme Longoria, il explique que Wai, c'est l'avenir de l'OM. Et d'ailleurs, il a dit qu'il avait besoin d'affection, de confiance, hier. J'ai écouté en direct et que quand les supporters l'acclament, l'applaudissent, c'est important pour lui. Que c'est un mec qui marche à l'affectif. On le savait un peu d'ailleurs, mais on n'est pas réputé les supporters de l'OM pour être les plus patients. Ça, c'est aussi un problème. Il a été sifflé lors du premier match. D'un côté, je comprends, il a 21 ans. On est un club à pression, il est en manque de confiance, c'est un attaquant. Donc il a besoin d'être un minimum encouragé. Et c'est le cas depuis quelques matchs, d'ailleurs. Benassia l'a souligné. Après, devant lui, il y a Mopé pour les 100, mais c'est vrai que Wai devrait avoir sa chance cette saison. Mopé aura des méformes, j'espère pas, mais il y a des chances. Il pourrait être suspendu, blessé. On fera un bilan sur Wai en fin de saison, et moi je suis assez d'accord avec Longoria et Benassia pour le garder. Déjà, il faut qu'il y ait une offre cet hiver importante, parce que lui, on ne peut pas le vendre à 10 millions d'euros, comme on l'a fait pour Vitinha. Vitinha, on ne croyait plus en lui. Avec plus d'1 an à l'OM, et puis même c'est une catastrophe ce joueur. Wai, il y a des motifs d'espoir avant de se précipiter sur une vente mineure.
C'est mon avis, hein. Je sais qu'on est très divisé sur ce sujet-là. Concernant l'an passé, Benassia a dit qu'il prenait zéro plaisir, qu'on faisait pas 3 passes, que c'était catastrophique dans le jeu, que l'attitude n'était pas bonne. Et que la demi-finale de Coupe d'Europe, c'était un miracle. Bon, je suis assez d'accord avec ça, hein. C'est le Vélodrome qui a porté l'équipe contre Benfica, contre Villarreal. Et aussi, ces matchs-là, l'équipe avait fait preuve de caractère, hein, de courage, mais qu'il n'y avait pas de plan de jeu et que la saison était catastrophique tout court, hein. De toute façon, quand on juge une saison, c'est quoi? Le meilleur reflet, c'est le championnat. On a fini milieu de tableau et ça a été inadmissible en étant l'équipe la plus mauvaise à l'extérieur. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Bravo pour le travail qui a été fait depuis, hein. Je pense à Longoria, Benassia, Rossi, Ravanelli et De Zerbi. L'OM a changé, même si je m'enflamme pas pour cette saison. On est encore perfectible, mais c'est un début d'un nouveau cycle. On le sait bien, on va pas se répéter. Et pour finir sur Benassia, là il déclare que pour le Classico, hein, ce qui a été fait par l'équipe, ce n'est pas ce qui a été demandé par De Zerbi. On était nous-mêmes étonnés, hein, que l'OM soit aussi peureux, aussi bas défensivement. On a laissé les Parisiens jouer. Bon, il avait déjà dit, hein, quelques jours plus tard, mais apparemment c'était une réalité. Donc là, la faute, hein, elle revient aux joueurs sur le terrain qui ont été absorbés par la pression, par l'adversaire. Et voilà, c'était un soir sans qui nous a fait très mal d'ailleurs, hein. Perdre 3-0 contre le rival à domicile, c'était une honte. Donc voilà, cette première partie de saison, pour l'instant, elle est positive parce qu'on est deuxième, même si ça tient à un fil et à Rully. Sans Rully, on est peut-être 3, 4, 5e, les gars, c'est la vérité. Mais il y a eu aussi certains matchs qui ont été très mauvais, Auxerre, Paris et d'autres. Et certains matchs qui ont été bons et qui sont encourageants. Je vais faire un point sur l'actu Mercato, les infos qui ont tourné ces derniers jours. Déjà, l'équipe nous dit que l'OM cherche en priorité des défenseurs, notamment à latéral droit, défenseur central et un milieu offensif polyvalent. N'oublions pas qu'on joue, et ça devrait continuer, en 3-5-2. Donc il nous faudrait non pas un latéral droit, mais un piston droit pour jouer à la position de Henrique. En défense centrale, on a Rekondobia, qui est pas mal depuis quelques matchs, qui a été reconverti dans l'axe. Après, je dis pas que c'est l'assurance sous risque, hein, parce qu'on a aussi en plus Murillo, qui n'est pas un gage de garantie tout le temps, et j'aimerais avoir mieux, c'est clair et net. Concernant les dossiers un par un, on reparle de l'arrivée de Sildilia. Selon l'équipe, on a repris les discussions. Donc lui, ce serait pour le poste de piston droit, hein, clairement. Il a peu joué en début de saison. Je suis pas très pour son arrivée. Je l'ai vu aux Jeux Olympiques, c'est pas terrible. Après, il a 22 ans. Et De Zerbi, on sait qu'il a cette faculté à faire progresser les jeunes joueurs. Mais ça m'a pas l'air d'être donné. Alors peut-être que cet hiver, son prix a baissé. Mais bon, je suis pas très pour. C'est mon avis. Concernant Sacha Boey, ça c'est le même poste, hein, piston droit. Ben, c'est mort. Il s'est blessé gravement à l'entraînement. De toute façon, c'est pas grave parce que lui, il était pas chaud pour venir, apparemment. Et puis c'est pareil, c'est un joueur qui se blesse très très souvent, qui est rarement disponible, donc c'est pas plus mal. Concernant Eli Wahi, d'après un journaliste d'RMC, il souhaite rester à l'OM. Donc c'est dans la même mentalité que Longoria et Benassia, qui souhaitent le garder. Alors peut-être qu'il y a eu des réunions entre eux, hein. Peut-être que le joueur s'est posé des questions, il a été voir les dirigeants ou le coach. Il a été rassuré par la confiance qu'il lui a accordée, mais voilà, il ne va pas pousser à partir cet hiver, c'est clair et net. Mais on apprend quand même, d'après ce journaliste qui est connu, hein, Loïc Tanzi, qui a des intérêts de plusieurs clubs. Et moi, j'aimerais bien voir quelle proposition, à quel montant il voudrait acheter Wahi. Si c'est le même prix auquel il est arrivé, là, il faudrait réfléchir. Mais je ne pense pas que c'est le cas, surtout pour un mercato d'hiver. L'OM est intéressé par l'ailier droit, Dibling. Alors lui, il fait fureur en Angleterre, à Southampton, il a 18 ans. Il y a Newcastle, Leipzig qui sont aussi intéressés. Ça vient d'un journaliste anglais. On le considère vraiment comme un pur ailier droit, qui est très technique, hein, qui est beau à voir jouer. Pourquoi pas pour être un remplaçant à Greenwood, à suivre. Concernant les autres pistes, Mbemba, il y a un intérêt de Rennes. Ils auraient proposé apparemment 2 millions d'euros selon RMC. L'OM serait d'accord, l'OM serait partant. Mais lui va vouloir rester jusqu'au mois de juin pour pouvoir négocier avec n'importe qui. D'ailleurs, il peut négocier à partir de cet hiver avec n'importe quel club. Donc ça m'étonnerait que ça aboutisse. Et comme prévu, il va attendre la fin de son contrat. Et d'ailleurs, la tribune olympienne en parle également. C'était aussi le cas cet été, hein. Rennes était dessus. Rappelez-vous, on en a parlé. Mais lui était logique par rapport à sa situation, à ce qu'il veut tout simplement. C'est partir libre
de l'Olympique de Marseille pour que lui puisse toucher une prime à la signature plus importante. Parce que s'il est acheté par Rennes, il y aura une prime à la signature certainement, mais beaucoup moins importante que s'il est libre. Concernant Brassier, d'après RMC, le joueur ne se sent pas bien à Marseille. Ça, c'est pas un secret, hein. On le ressent dans son visage, dans ses performances. Et le club ne serait pas contre un départ, ça discute hein, déjà. Parce qu'en fait, c'est faisable. L'option d'achat avec Brest, elle est obligatoire. Vous savez qu'il est prêté à l'OM avec option d'achat obligatoire en fin de saison. Donc l'OM peut l'activer cet hiver, cette option d'achat, et le prêter dans la foulée. Voilà. Donc il peut éventuellement partir. Là, on parle d'un prêt justement avec option d'achat dans un autre club potentiellement. En tout cas, moi je suis pour. Je compte plus sur ce joueur. Je ne vois pas se relancer chez nous. Concernant Harit, la situation est la même que cet été. L'OM ne serait pas contre un départ pour récupérer une petite somme. 4, 5, 6 millions d'euros environ. Mais le joueur ne serait pas partant. Il n'a pas envie. Déjà qu'il y a peu d'intérêt pour lui. Il y a peu de clubs qui le courtisent. Donc j'y crois moyennement à un départ d'Harit. Sauf si lui, il se dit, bon, je vais peu jouer à l'OM. Les dirigeants, ils poussent pour me faire partir. Allez, j'ai pas le choix. Mais c'est pas la tendance actuellement. Après, on verra bien. Il faudrait qu'un milieu de terrain offensif arrive. Et ça aussi, c'est dans les petits papiers des dirigeants. Un milieu polyvalent. Pourquoi pas comme Abdelli, par exemple. Et sur Koné, on parle d'un possible prêt à la Lazio-Rome selon un média italien. Et je pense que le club peut y réfléchir. À mon avis, il va peu jouer en deuxième partie de saison. Alors c'est un échec parce qu'on l'a acheté quand même 12-13 millions d'euros cet été. Mais bon, dans un mercato, il y a du pour, il y a du moins bon les gars. Il y a 11 joueurs sur le terrain, bah forcément, il y a des joueurs qui sont perdants. Et Longoria en a parlé tout à l'heure. De Ro, Brassier et surtout de Koné. Et même on n'est pas à l'abri d'une vente, on ne sait jamais, cet hiver. Après le joueur voudra du temps de jeu certainement. Donc même lui ne serait pas contre un prêt je pense en deuxième partie de saison. Et nous ça nous permettrait de voir ce qu'il vaut à la Lazio-Rome. Ça peut être pas mal en fait. Là c'est une vraie partie de gagnant-gagnant. Je suis pas le plus grand fan des prêts en principe. Sans option d'achat. Mais là, pourquoi pas? Pour voir ce qu'il vaut, tout simplement, Ismaël Koné. Et puis on sait qu'il y a des bonnes relations entre les deux clubs, avec tous les départs qu'il y a eu récemment à la Lazio. Bon, sur Pogba, De Zerbi en a parlé cet après-midi, en disant qu'il faut qu'on recrute pour les besoins qu'on a, avant tout. Qu'on n'en a jamais parlé dans les réunions, jusqu'à présent. Après, si des champions arrivent, on trouvera l'espace pour que tout le monde cohabite. Donc là, dans ce que je comprends, ça veut dire que la priorité, c'est certainement des défenseurs, des postes autres, mais que si financièrement, l'OM peut faire Pogba, De Zerbi peut être intéressé. Contrairement à Benassia, qui est plutôt en plein doute. D'après ce qu'il a dit hier, c'est la vérité. Il nous l'a dit carte sur table, Benassia. Et d'ailleurs, je vous répète, mais dans ce mercato, bon, c'est Benassia qui l'a dit et Longoria. Mais l'équipe précise aussi que on ne va pas multiplier les arrivées, les transactions au mois de janvier. Il faut avant tout conserver l'ossature de l'équipe selon la direction. Après un été qui a été très dépensier. Et Benassia en a parlé de ça aussi hier. En disant, il n'y aura pas 4, 5, 6 arrivées cet hiver. Il y en aura peut-être 2. Une ou deux, de ce que je comprends. Allez, 2, je dirais même. 2 ou 3 maximum. On va aller jusqu'à là. Voilà à quoi il faut s'attendre. Mais oubliez un mercato avec 4-5 arrivées. Pour finir la vidéo, quelques actualités qu'il y a eu cette semaine. On sait que les joueurs sont partis dimanche et lundi au Danemark. Une idée de Balerdi. Je pense que ça a dû faire plaisir à Højbjerg. Et sans le staff et les dirigeants. C'était entre eux. J'espère qu'ils n'ont pas pris froid. Et quand je vois que Rabiot est grippé, je me dis qu'il y a peut-être un lien par rapport au petit séjour au Danemark. En tout cas, c'est bien pour la cohésion, pour l'entente. Et bravo à eux, parce que c'est d'eux-mêmes qu'ils ont quitté leur famille pendant 2 jours. Ok, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, mais il faut le faire. C'est rare que tu vois ça dans des clubs venant de la volonté des joueurs eux-mêmes. Et concernant Højbjerg, justement, on apprend qu'il a de plus en plus d'importance au sein du groupe, qu'il est écouté dans le vestiaire. Même si sur le terrain, j'aimerais le voir encore plus parler, je trouve. Surtout quand ça va mal. Contre Auxerre, contre Paris, j'ai trouvé un peu la tête basse, la tête dans le guidon, alors que c'est à lui, dans ces moments-là, de prendre le lead, le leadership, vraiment. Et d'ailleurs, contre Lille, j'ai pas trouvé très bon. Je crois que c'est lui qui fait la faute sur le but égalisateur lillois. Mais bon, je vous rassure, je suis très content de son début de saison et très heureux d'avoir un tel joueur au milieu de terrain à l'OM.
L'arrivée de Hasni, c'est officiel, hein, le nouveau directeur du centre de formation qui est passé par l'OM il y a quelques années. Il avait coaché les U17 et l'équipe réserve de 2022 à 2019 et il vient de Nice. Il avait à peu près le même poste à l'OGC Nice. C'est un homme qui a une bonne image à Marseille, dans la région. C'est quelqu'un de bien, qui a des compétences. Il l'a prouvé au niveau local, à l'OGC Nice et à l'Olympique de Marseille. Donc faudra être patient, voir ce qu'il va apporter. Mais il connaît la maison. Voilà, il sait où il met les pieds. C'est un changement par rapport à Otero, qui certes a apporté beaucoup de bonnes choses, des résultats, mais qui avait un caractère un peu spécial apparemment. Il n'allait plus dans la même direction que De Zerbi, Longoria et Benassia. Les amis, je vous donne rendez-vous dimanche à 14 h pour l'avant-match et ensuite le match Saint-Etienne-OM. Je compte sur vous pour être là, sur le live. C'est la dernière fois qu'on va se voir en 2024 pour l'OM. Il faut se qualifier et ensuite on passera les fêtes tranquillement, sereinement, en étant deuxième du championnat de France et en étant en 16e de finale de Coupe de France. D'ailleurs, le tirage au sort, c'est dimanche soir. Mais bon, je ne veux pas porter la guigne. Déjà, il faut qu'on se qualifie face à Saint-Etienne. Donc pas de blague, pas de cadeau. Et je répète pour la team parieur, ceux que ça intéresse, ceux qui veulent miser sur le match, je vous donne quelques formules qui vous sont proposées sur Unibet. Vous avez 100 € de bonus en freebet qui vous sont accordés sur le site Unibet. Pour ça, il faut cliquer sur le lien qui est en description. Vous rentrez le code promo RAFOOT qui va vous être demandé. Vous misez sur un match. Et si le pari est perdant, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. À condition que la mise que vous avez faite a été de 100 € maximum. Je compte sur vous. Ça soutient la chaîne, la team parieur uniquement. Ceux que ça n'intéresse pas, ça ne vous concerne pas. Et je précise pour les majeurs uniquement. Voilà, n'hésitez pas à en profiter parce que ça me soutient dans mes projets et ça me permet de continuer à avancer, à progresser sur YouTube, sur plein de choses. Le lien en description, encore une fois, si vous avez des questions, c'est sur Instagram. Et puis pas que sur l'OM, hein. Vous pouvez parier sur la Ligue 1, la Première Ligue, la Coupe de France, la Liga, les compétitions internationales. Les meilleurs cotes, c'est simple, ils sont sur Unibet de toute façon. Ça, c'est clair et net. Je m'arrête là. N'oubliez pas de liker en bas de la vidéo pour le soutien. Et je vais me préparer pour vous commenter ce match avec une grosse intensité à 2000%. Merci pour votre écoute et forza l'Olympique.